Pour analyser le thème qui porte sur l'an 8 de l'insurrection populaire, trois invités ont bien voulu répondre présents à notre invitation. Je vais sans plus tarder vous présenter Maître Guy Hervé Cam. Il est le coordonnateur du mouvement Sens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Nous disons également bonsoir et bienvenue à Hervé Ouattara, le président d'honneur du citoyen africain pour la Renaissance CAR. Bonsoir. Aussi bonsoir à Alpha Yago, membre du bureau exécutif national du CDP-L historique. Bonsoir Madame Diasso. Alors, les invités sont présents. Maître Cam, cette question, je vous l'adresse. Revoir ces différentes images de l'insurrection, quels souvenirs cela vous évoque? Alors, je dirais qu'au-delà du souvenir, c'est regarder ça, c'est avec émotion. Parce que justement, ça me renvoie à ce qui nous a animés dans tout ce combat de 2013 à 2014. Ça me renvoie à ce qui constituait, n'est-ce pas, notre espoir lorsque on était dans ce combat, lorsque le 30 octobre, on a affronté en fait les balles à main nue. Et oui, ça me renvoie à ce message, n'est-ce pas, plus rien ne sera comme avant, qui était la raison pour laquelle des milliers et des milliers de Burkinabés ont affronté, n'est-ce pas, la mort pour pouvoir montrer finalement aux yeux du monde entier que le pouvoir est au peuple et qu'il appartient au peuple. Aujourd'hui encore, je peux vous assurer que c'est le même degré, n'est-ce pas, d'émotion. C'est aussi la même conviction, même si la trajectoire depuis les 8 ans peut faire douter, n'est-ce pas, certains. En ce qui me concerne, je me dis que ce sont des fondations solides, n'est-ce pas, que nous avons posées en octobre 2014 et que beaucoup de péripéties peuvent arriver dans la vie d'un individu, dans la vie d'un État. Ce qui arrive à notre pays fait partie donc de ces péripéties, mais c'est sur ces grandes dates historiques, comme le 3 janvier 1966, comme le 4 août 1983, comme le 30 octobre 2014, que notre peuple doit s'adosser pour, n'est-ce pas, affronter son avenir. Et de ce point de vue-là, les événements comme ça, les images comme ça, oui, c'est de l'émotion, mais c'est encore, n'est-ce pas, de l'espoir que ça suscite. Alors, en tant qu'insurgé, Hervé Ouattara, vous l'êtes toujours insurgé? Mais oui. Alors, beaucoup ont revendiqué le titre d'insurgé, d'autres n'y étaient pas, mais ils ont rejeté ce terme. Et qu'est-ce que cela vous évoque comme souvenir? Disons que 8 ans déjà, je vois un peu plein qui s'est levé à un moment pour rompre avec certaines habitudes, pour rompre avec certaines façons de faire, pour prendre son destin en main. Quand je vois ces images, alors je me vois bien sûr avec d'autres camarades, avec d'autres personnes, en train de battre le pavé pour demander un mieux-être, pour demander à ce que plus jamais un président dure au pouvoir, plus jamais qu'il y ait de la mauvaise gouvernance dans notre pays et qu'enfin, nous aussi, on ait droit à des élections libres et transparentes où on peut voter qui on veut et on a nos choix. Et qu'on a aussi voix au chapitre en tant que jeune, qu'on peut proposer des alternatives, des activités ou participer, voilà, et faire avancer notre pays. Alors vous êtes l'une des rares personnes à avoir vu le président Compaoré avant qu'il ne prenne le chemin de l'exil. Est-ce que vous étiez conscient en ce moment-là des risques que vous preniez? Vous savez, quand nous étions dans la rue, la seule chose qui nous guidait, c'est notre seule volonté de dire non à un règne de plus de 30 ans. C'est vrai que quand nous nous sommes retrouvés en face du président Compaoré,
C'est après qu'on se rend compte que peut-être on a traversé quelque chose de... Voilà. Mais c'est comme je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre, dans le feu de l'action, on ne s'est pas posé tellement de questions. Mais après, la peur s'installe parce qu'on se dit, c'est lui, Blaise Compaoré, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que je me pose souvent la question, comment on a pu, voilà, on est arrivé jusqu'à là. Voilà. Alors, les adeptes des théories du complot estiment que cette insurrection n'en était pas une. Pour beaucoup même, elle a été orchestrée de bout en bout par vos anciens compagnons, Alpha Yago, par pure vengeance. Est-ce que vous êtes en droite ligne avec cette théorie-là, 8 ans après? Merci bien, donc, Ram Diasso. Et j'ai déjà eu à le dire lors de certaines émissions. En fait, ceux qui étaient considérés comme les insurgés n'étaient pas composés d'une foule homogène. Il était hétéroclite. Et au sein donc de cette foule, il y avait des gens qui étaient de bonne foi, comme je pense une bonne partie des OSC. Mais il y avait certainement également d'autres entités qui avaient des agendas cachés, qui avaient d'autres vues donc, lors donc, de ces événements et qui voulaient donc en profiter pour atteindre leurs objectifs qui étaient finalement la succession du président Blaise Compaoré. C'est le point de vue d'une bonne partie de l'opinion, notamment en tout cas, ceux qui sont au CDP. J'en veux pour preuve le fait que certains acteurs majeurs des événements du 30-31 octobre 2014 affirment et soutiennent aujourd'hui que une fois le projet de loi consistant donc visant à la modification de l'article 37 a été retiré, on aurait pu arrêter les frais. Mais il y a eu des morts. Pour beaucoup, c'était inadmissible. Oui, absolument. Mais vous aurez remarqué également que ce n'était pas, une volonté affichée du régime à l'époque d'en découdre mortellement, je dirais, avec la population. Sinon, je pense qu'avec la force de frappe, mais il y a cette note qui a été signée de l'ancien Premier ministre, oui, qui a circulé, qui fait partie qui autorisait l'armée à faire feu. Mais qui fait partie de ses prérogatives constitutionnelles. Ce n'était pas anticonstitutionnel, ce n'était pas contre la loi, ça fait partie de ses prérogatives quand il faut maintenir la loi. Et donc, je pense que ça, ce n'est pas un véritable souci. La preuve, ce n'est pas encore jusqu'à la chute donc, du MPP, ça n'a pas été jugé. Tout à fait. Or, on avait espéré que ça aurait été fait et qu'on on en aurait fini avec cet aspect de la problématique. Donc c'est pour dire que je pense qu'avec l'ensemble des leviers dont disposait le régime en 2014, si leur intention réelle était de stopper de manière violente et faire usage de manière ostentatoire de leurs armements, j'ose croire que le bilan aurait pu être tout autre. J'observe surtout que je déplore bien entendu le fait qu'il y ait quelques victimes, même une seule victime, c'est toujours une victime de trop. Mais je ne peux pas ne pas tenir compte du fait qu'il y a eu de la retenue, de la mesure et de la volonté donc, du président Compaoré de ne pas aller jusqu'à certaines extrémités, d'où son activité de démissionner. Donc, pour revenir à votre question qui est quand même importante, il y avait donc une entité au niveau de ces insurgés-là qui avait un agenda parallèle qui visait la succession clairement du président Compaoré. Est-ce que cette entité est identifiable? Bien entendu, c'est eux qui sont arrivés au pouvoir après, puisqu'ils ont su user de leur expérience politique, les leviers dont ils disposent, de la connaissance du terrain qu'ils avaient, en l'absence du président Compaoré et des principaux caciques du régime Compaoré, qui étaient d'une part soit en exil, ou pour ceux qui étaient au Burkina, qui étaient majoritairement soit en prison, soit terrorisés, soit en tout cas, ils faisaient l'objet de nombreuses menaces dans ce pays-là. Ça aussi, c'est des faits avérés. Je pense qu'au plus fort des poursuites de nos camarades, on pouvait dénombrer plus d'une centaine de nos principaux cadres, ministres, députés, maires les plus influents qui étaient en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, alors, Alpha Yago, ça n'a jamais fait l'objet d'un procès. Est-ce que vous estimez que Maître Cam ou même Hervé Ouattara sont des pièces maîtresses de ces événements orchestrés en griffe? Bien entendu, en tant qu'acteurs de la société civile, ils ont contribué beaucoup à la conscientisation de l'opinion. Je vous signale que je suis également fondamentalement un acteur de la société civile.
Et on a eu à avoir des points de vue divergents pendant cette période-là. Donc, de mon point de vue, ça faisait partie des entités qui étaient de bonne foi, je dirais, qui menaient un combat de bonne foi. Qui étaient sans agenda. Qui étaient sincères fondamentalement. Je le regrette de le dire, mais ça a été exploité, utilisé de manière judicieuse par ceux qui avaient une plus grande maîtrise des questions politiques, qui avaient d'autres visions à l'issue donc de l'insurrection. Et je pense que les événements ne l'ont pas montré, me donnent raison, ou nous donnent raison, parce que je ne suis pas sûr de penser la même chose, alors, dans la mesure où, à l'issue de la transition, qui a été marquée, de notre côté en tout cas, par, comme j'ai dit, l'exil de nos principaux camarades, l'emprisonnement de nos leaders les plus significatifs dans les différentes provinces, les 45 et les 13 régions. J'ajoute à cela la loi Chérif, donc si on veut compter, donc, on a été décapité à 3 niveaux. D'accord. Alors permettez ce qui faisait qu'on était affaibli pour affronter le principal parti qui pouvait vraiment nous inquiéter lors des joutes de 2015, qui était le MPP. Merci Alpha Yago. Donc vous comprenez à qui profitait donc le crime et les événements de 2014. Oui, je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses. D'abord, quand le frère Alpha Yago parle de retenue, je voudrais dire quand même que c'est assez grave parce qu'il y a eu, on a dénombré en fait 33 morts. Et déjà, un mort, c'est trop. 33 pour le 33 pour le pouvoir, il n'y a pas eu de retenue. Moi, je dirais plutôt probablement qu'on a eu une armée qui n'a pas eu la gâchette facile. Sinon, du moment où l'ordre avait été donné d'utiliser des armes à feu, et on aurait pu avoir un carnage. Ceci étant, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le peuple était déterminé. Le deuxième élément sur lequel je voulais réagir, c'est de faire la distinction entre, en fait, ce qui s'est passé les 30 et 31 et ce qui s'est passé après les 30 et 31, où les jeux politiques, comme ce qui est normal, et ont abouti, n'est-ce pas, à l'avènement au pouvoir du MPP. Je comprends que ça énerve, ça met mal à l'aise, n'est-ce pas, les frères siamois du CDP. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas surtout accorder, n'est-ce pas, et dire que depuis avant les 30 et 31, il y avait une sorte de manipulation. Personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les partis politiques qui sont venus vers nous. Ce que je peux dire, c'est que le 21 octobre, lorsque la décision passe en conseil de ministres, déjà, il y avait une organisation, un regroupement d'organisations de la société civile, parce que nous savions que ce conseil des ministres-là pouvait prendre cette décision. Nous avions déjà préparé l'appel à la résistance au cas où. C'était prévu à 15 h. Et comme on n'était pas sûr et qu'on avait déjà convoqué la presse pour une conférence, on a préparé 2 communications. Une au cas où la décision est prise. Et cela sans l'ingérence des politiques? Sans l'ingérence des politiques. Ils ne savaient pas le contenu. Et je vais y arriver. Lorsque donc la décision est prise, nous appelons immédiatement à 15 h, et là il y a les archives, à la désobéissance civile. Et le même soir, personnellement, j'ai été mandaté par les camarades de faire les démarches auprès des partis politiques. Et j'ai contacté personnellement entre le 21 dans la nuit et le 28 et le 22 au matin, ceux qui nous paraissaient être les principaux responsables des principaux partis de l'opposition. Je vais parler des Zéphirin Diabré qui était le CFOP, je vais parler de Maître Sankara, je vais parler de Roch Kaboré et je vais parler de Saran Sérémé. Nous les avons contactés pour leur dire que pour nous, il était hors de question de laisser la chose continuer. Et que pour nous, c'est d'ailleurs Blaise dégage. Et ça, les t-shirts du ballet citoyen, par exemple, déjà le 28 octobre, à la marche du 28, vous pouvez regarder les images. Le mot d'ordre qui était là-dessus, c'était Blaise dégage. Et nous avons demandé à tous ces partis-là, est-ce qu'ils sont dans cette dynamique? Ça veut dire que c'est venu de ces partis, je n'y crois pas. Et, pour la petite histoire, le 30 au matin, lorsque l'Assemblée est brûlée, lorsque nous montons sur la présidence, à un certain moment,
Je suis appelé au CFOP. Alors, Maître Kam, on va revenir sur ces événements-là. Non, parce que je suis appelé au CFOP. Et pourquoi? Pour me dire d'appeler les manifestants à rentrer chez eux du moment où le projet de loi a été retiré. Et j'ai dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, c'est trop tard. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que l'Assemblée étant prise, Blaise Compaoré ayant tué des Burkinabés et après ayant décrété l'état de siège, il était hors de question qu'on le laisse. Et c'est comme ça que ce n'est qu'à partir du 30 au soir qu'on a exigé des partis politiques du CFOP notamment qu'ils demandent le Blaise dégage. Pour beaucoup, à ce moment-là, c'était soit lui ou vous. Oui, soit lui ou nous, ça s'est passé juste au moment où il décrète l'état de siège. Parce que si le président Compaoré restait, il y a beaucoup qui ont estimé que leur vie était en danger. Et on en était conscient. Et ça, c'est clair et net. Donc, lorsque il retire tous les textes et que dans l'après-midi, nous étions avec beaucoup d'OSC en train d'ailleurs de fêter en fait la victoire. Lorsque on voit à la télé que l'état de siège est décrété, c'est en ce moment qu'on fait le rappel des troupes pour dire que plus personne ne doit rentrer parce que si on rentrait, on estimait qu'il serait passé nous cueillir chacun. Donc c'est comme ça que les choses basculent. Je vais revenir vers vous pour une autre question, notamment avec l'apparition de Yacouba Isaac Zida dans ces événements-là. Je donne la parole à Hervé Ouattara. Lorsque vous êtes allé à Kosiam, était-ce dans l'objectif que Blaise dégage? C'est vrai que je vais revenir si vous me permettez. Allez-y. Voilà, vous savez, l'insurrection populaire regorge, j'allais dire, tellement de non-dits. Et puis aussi, parce que si on veut écrire la vraie histoire de cette insurrection, il va falloir aussi dire les choses telles que ça se présente aussi. Vous savez, c'est vrai que pour le ballet citoyen, je ne connais pas beaucoup. Mais pour ce qui concerne certaines organisations de la société civile, comme notre mouvement et bien d'autres mouvements d'ailleurs, il y a eu quand même des tandems. Il y a eu des tandems avec certains partis politiques pour avancer sur le terrain. Et je me rappelle bien sûr avoir participé à tellement de rencontres avec des personnes où le schéma était assez clair. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités, parce que le MPP avait déjà des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, il y avait déjà comme instruction de boycotter les votes. Donc, vous estimez que c'était planifié alors? Mais le MPP lui-même l'a dit, il y a eu des choses planifiées, ça il faut le dire. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils ont maîtrisé toute la rue, mais à leur niveau aussi, ils ont planifié des choses. Ils ont planifié des choses à leur niveau. Est-ce que cela remet en doute le terme insurrection populaire? Pas du tout, parce que le MPP était un élément parmi tant d'autres. C'est comme Maître Guy Hervé Kam le disait, il y avait d'autres entités qui étaient là. Il y avait le ballet citoyen, je crois qu'il y avait d'autres mouvements qui étaient représentés par Loada et puis Luc Maurice Ibriga, et il y avait Zéphirin Diabré qui était le CFOP. Donc, mais il y avait aussi le MPP. Moi je parle de ce que je parle du MPP. Qui aussi à son niveau s'attelait, s'organisait, il regardait et il voyait aussi en Blaise Compaoré une personne qui peut résister ou qui va résister. Donc selon la résistance ou selon les actes qu'il prendra, il y avait un certain nombre de scénarios qui avaient été prévus. Ça, il faut le dire, et même ils l'ont dit lors de certains de leurs discours, que c'est eux qui ont fait l'insurrection, c'est pas moi qui le dis non plus. Alors, je dis seulement qu'il y avait des députés qui avaient eu pour instruction de boycotter les votes à l'Assemblée. Maintenant, s'ils n'arrivaient pas, il y avait un autre plan qui était un plan B. Donc, quand nous partions maintenant à Kosiam, le message était clair. Ce n'était pas pour aller diabler de rester. La preuve, quand le président Compaoré a demandé à ce qu'on lui laisse du temps. Mais Hervé Ouattara, oui. Est-ce que vous étiez dans ce complot, si on peut le dire ainsi, en griffe? Non, ce n'est pas un complot. C'est dans une lutte. Oui, ben, j'étais un élément parce que de toute façon, j'ai eu aussi des mandats pour... Voilà, quand on marchait, on a dit, bon, on ne veut plus Blaise. Voilà. Et ça, je l'ai dit parce que le CAR a été créé dès les premiers moments au MPP, je lui ai dit ça. Voilà, c'est vrai que en son temps, les gens n'ont pas compris, mais c'est la vérité. Sauf qu'après, on a voulu s'affranchir et ça a été ça a donné ce que chacun connaît. Maintenant, je continue. Quand nous sommes arrivés à Kosiam, la preuve avec ceux qui nous étions trois, ceux qui étaient présents, on était obligé de dire au président Compaoré
qu'on ne pouvait plus accepter parce qu'il a proposé d'organiser les élections et de remettre le pouvoir à un président démocratiquement élu. Chose que nous avons refusée parce que nous avons estimé déjà qu'il y a eu assez de morts et que le peuple qui était dehors, qui attendait dehors devant les choses, devant Kosiam, là, si nous sortions leur dire ça, leur porter ce message, c'est nous-mêmes qui allons être tués. Alors, donc nous avons demandé seulement qu'il démissionne pur et simplement. Et je crois que c'est un tenant qui a même demandé à ce que je mobilise la presse pour qu'il fasse sa déclaration. Et c'est quand nous sommes sortis que M. Rémi Danguinou m'a signifié que non, en fait, il était revenu sur sa décision et qu'il a même fait sortir un acte. Voilà. Je voulais quand même faire une précision parce que avec ce que donc Hervé Ouattara a dit, je voudrais dire qu'il y avait quand même une coordination. La réalité est qu'il y avait une coordination des actions et la coordination était composée, n'est-ce pas, des différentes organisations de la société civile et des représentants de tous les partis politiques. Et donc, on avait fait une organisation par secteur et par province, où, par exemple, à Ouagadougou, dans tous les secteurs, on avait une coordination avec des OSC. Et dans cette coordination, je peux vous assurer, parce que j'assurais quand même la coordination, je peux dire, mais je peux vous assurer que nous n'avons reçu aucun mot d'ordre des partis politiques. Au contraire, nous avions, dès le 21, demandé aux partis politiques de s'assurer que leurs structures de jeunes suivent les mots d'ordre. Donc, en ce qui me concerne, je ne pense pas du tout que les partis politiques en ce moment-là avaient même les moyens de manipuler. Maintenant, qu'ils profitent de ce qui se passe, mais c'est tout à fait normal et c'est humain. Mais ils ont joué, tout le monde a joué franc jeu. C'est pour ça que nous avons pu réussir, en fait, l'insurrection. Voilà. Alors, Alpha Yago, je vous vois écrire, sans doute que vous avez des éléments à nous apporter. Absolument. Mais c'est d'autant plus facile pour moi de réagir que Hervé Ouattara a touché du doigt le point essentiel sur lequel j'allais rebondir, le fait que certains acteurs majeurs du MPP, certains leaders de premier plan, ont eux-mêmes avoué Urbi et Orbi, le fait que c'est eux qui ont donc conçu, planifié, organisé et mis en œuvre l'insurrection. Ça a été dit sur différents médias, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc à partir de cet instant, je pense que cela permet de relativiser toute la suite du déroulé donc, des événements des 30 et 31 octobre. J'entends les arguments donc de mon frère Hervé Kam, qui en tout cas tend à faire comprendre ou à faire croire le fait que les OSC étaient de bonne foi, etc. Mais justement, le rôle des politiques, c'est de faire ce qu'ils veulent de manière insidieuse. Non, c'est ça que vous le sachiez. Peut-être. Absolument. Mais s'ils avouent qu'ils ont donc planifié l'insurrection, donc j'aurais aimé que les OSC donc sortent confirmer, donc vous, que c'était planifié et que donc le but était d'aboutir au renversement donc du régime en place. Donc ce qui fait que le caractère insurrectionnel et donc spontané devient plus édulcoré et ça donne une autre connotation aux événements des 30 et 31 octobre. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous voyez dans la terminologie de tous les acteurs du CDP, les cadres, les sympathisants et militants, on parle des événements des 30 et 31 octobre parce que l'histoire reste à être réécrite et à être redéfinie dans la réalité des faits qui se sont déroulés. J'aimerais également rebondir sur quelques aspects, notamment liés au nombre des victimes. Effectivement, 31 ou 33 victimes, bon, ça, le débat est là. Mais j'observe que l'ONG Amnesty International a parlé de 7 victimes par balle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 7 personnes qui sont tombées effectivement suite donc, aux échanges avec les forces de l'ordre. Et comme je l'ai dit, une seule victime est à déplorer, 7 encore plus. Mais les 31 victimes ne sont certainement pas tombées sous l'effet des balles des 30 et 31. Et je pense que de nombreux organes sont fait l'écho du fait que certains acteurs donc, des événements des 30 et 31 ont succombé, ont perdu la vie suite à d'autres initiatives personnelles qu'ils ont eu à entreprendre, sur lesquelles je ne voudrais pas rentrer dans le détail ici, par respect pour leur mémoire. Mais il est évident qu'il y en a qui ont perdu la vie pour d'autres raisons qu'un affrontement avec donc, les forces de défense et de sécurité. J'aimerais souligner au passage que le RSP, on peut peut-être émettre des critiques à leur endroit, mais c'était quand même la principale troupe d'élite du Burkina. Et si donc leur objectif était effectivement d'en découdre avec les participants,
Si je me réfère au fait qu'un chargeur de Kalash fait 32 munitions, je crois, et que s'il devait décharger ça sur la population, j'ose croire que le nombre de victimes aurait été beaucoup plus élevé. Donc je reviens sur le fait qu'effectivement, il y a eu de la retenue et de la mesure. Il faut le préciser. Aussi bien les militaires que ceux qui ont donné l'ordre. Parce que ceux qui ont donné l'ordre. Et puis avoir la retenue. Mais je vous ai écouté attentivement. Non, mais c'est pas possible. Je vous ai écouté attentivement, M. Kam. S'ils avaient donné un ordre, l'ordre aurait été exécuté parce que les militaires du RSP. Mais l'ordre a été donné. Enfin, un écrit a été fait pour le maintien de l'ordre. Et je pense qu'on n'a pas dit dans ce maintien de l'ordre-là explicitement de s'en prendre à une quelconque population que ce soit. Ah si, je pense c'est une question d'interprétation. Pour maintenir l'ordre, de faire usage de tous les moyens disponibles pour le faire, y compris des armes à feu. La réquisition est sur Internet. J'observe, mais je l'ai lu tranquillement, rassurez-vous, mais j'observe simplement que dans les faits, un chargeur donc, de Kalachnikov fait autour de 32 munitions. S'il devait l'exécuter, non, j'ai fini la deuxième, c'est important, on n'en serait pas là. On déplore tous les victimes, certes, mais soyons heureux de ce qui est arrivé. Mais ce que j'aimerais surtout dire à l'étape actuelle de nos échanges, c'est que le caractère préparé, le fait que donc il y ait des organisations, il a même parlé d'une coordination donc des partis politiques et des OSC, donc pour pouvoir donc planifier les événements qui sont déroulés, qui ont été émaillés par des faits quand même pas graves, punis par la même Constitution. Vous êtes un avocat, donc vous êtes certainement attaché à la liberté d'expression, à la liberté d'aller et de venir et au respect de la propriété et des biens privés. Donc, je ne vous ai pas beaucoup entendu condamner le fait qu'il y a des privés, des individus, des citoyens, des citoyens d'abord ordinaires, burkinabés, qui n'ont posé aucun acte délictueux, en tout cas qui n'ont pas été condamnés, dont les domiciles ont été incendiés, vandalisés, et au siège du CDP, et ça je ne cesserai de le répéter, le responsable en charge des anciens du CDP, M. Salifou Ouedraogo, paix à son âme, et a perdu la vie dans le siège du CDP suite à un incendie qui a été initié par une partie des insurgés au siège du CDP. Donc nous sommes le seul parti qui a un martyr issu de l'organe dirigeant de son parti, mais dont on ne parle jamais et dont on ne fait jamais cas. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres victimes dans d'autres domiciles privés. J'ajoute à cela les entreprises privées qui sont quand même les porte-flambeaux de notre économie, qui sont quand même les porte-étendards de l'économie de notre pays, qui ont été détruites et il y en a qui employaient plus de 1000 personnes et qui sont tombées au chômage depuis 8 ans et qui n'ont pas pu se remettre sur les pieds. Et je vais plus loin en ajoutant des édifices publics, la mairie de Bobo de Lasso qui a mis du temps avant d'être reconstruite. Je finis avec l'Assemblée nationale. On peut dire ce que l'on veut, mais c'est le temple quand même de la démocratie, une Assemblée nationale. C'est le lieu où les élus... Et je maintiens qu'aucune démocratie n'est parfaite. J'observe qu'aux États-Unis, les partisans de Trump, les républicains, qui est quand même une démocratie établie, les États-Unis, sont allés au Sénat pour donc empêcher donc, le fait que Joe Biden, le président nouvellement élu, soit intronisé et soit donc adoubé par les sénateurs. Ça, c'est les États-Unis, c'est la référence. Donc, quand je reviens au Burkina, j'estime qu'il ne faut pas accepter un acte de violence, quel qu'il soit, et je pense que Hervé Kam, non, je ne parle même pas de l'insurrection, parce que c'est prévu aussi dans la Constitution, le peuple a le droit de se révolter quand l'injustice est criarde et profonde. Mais je reviens sur l'Assemblée nationale, je ne pense pas que Hervé Ouattara, au fond de lui, accepterait l'idée que pour des contradictions en termes d'idées, en termes de vision, en termes d'orientation politique, on en arrive à la violence. Je ne peux pas... On va évoluer dans le débat. Vous avez eu largement... J'ai été personnellement interpellé. Alors, vous aurez le temps de parole. Absolument. Allez-y. Oui, je voudrais simplement rassurer Alpha Yago. Qu'en ce qui me concerne, et je l'ai toujours dit, que la plus grosse tâche de l'insurrection, ce sont ces incidents, l'incendie de l'Assemblée, l'incendie des domiciles privés et des biens. Moi, j'ai des amis que je connais qui ont perdu des choses. Et en tant qu'avocat, j'ai été constitué pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Et en tant que membre de la Commission de la réconciliation nationale, nous avons fait des propositions pour les victimes, personnes physiques et les victimes dans les biens, en ce qui concerne ça. Parce que lorsque nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale, j'étais parmi les premiers.
Les véhicules que vous avez vus là, les premiers actes que personnellement j'ai menés dans cette assemblée, c'est de protéger ces véhicules-là pour que les gens ne les interdisent pas. Puis il y a eu l'incendie. C'est pour dire quoi? Que c'est une action de foule. Tout peut se passer. Donc ce n'était pas dans le plan de l'insurrection. En tant qu'être humain, en tant que démocrate, on n'aime pas ça. Alors merci Hervé. Oui, moi ce que je voulais... Allez-y. Je voulais juste rappeler que, vous savez, l'insurrection aujourd'hui, il y a eu assez de revers. Vous savez, il y a eu une période où des gens accusaient certaines personnalités comme Djibril Bassolé d'avoir intervenu et même travaillé à ce que le dispositif sécuritaire, qu'il y ait des failles dans ce dispositif pour que les manifestants puissent passer. Mais il y a eu également des noms qui ont circulé. Je veux dire, même dans le camp du CDP, il y a eu des gens qui ont travaillé contre leur propre parti pour que Blaise Compaoré même tombe. Même s'ils l'ont fait dans, comme on appelle ça, dans l'anonymat, il faut dire que ça existait. C'est pourquoi je dis que si nous devons parler réellement de l'insurrection populaire aujourd'hui, il y a des paramètres, si nous occultons cela, nous allons juste faire un faux procès voilà, à des gens et puis bon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, personne aujourd'hui ne peut se taper la poitrine, se vanter du fait que l'Assemblée est brûlée, c'est un haut fait de guerre pour lui. Il faut qu'on évolue dans le débat, on ne va pas rester dans le passé. Alpha Yago, s'il vous plaît. Il faut qu'on évolue, on doit évoluer. 10 secondes rapidement. Voilà, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi. On perd du temps, allez-y. En fait, je comprends la réaction des uns et des autres. Seulement, ce que je déplore, c'est que je n'ai pas entendu souvent Maître Kam, par exemple, s'exprimer sur cette question spécifique. Du fait qu'il y a eu des incendies des domiciles privés et des édifices publics et que cela également est dommageable pour le bien-être de la société de manière générale. Je ne vous ai pas assez entendu là-dessus. Si vous l'avez fait ou si vous comptez le faire dans les jours et semaines à venir, les gens seraient vraiment très heureux parce que c'est important que les gens comprennent qu'il y a eu de la peine dans les deux camps et il y a eu il y a eu de nombreuses victimes. Moi, je ne parle pas de bien quand il y a des gens qui sont morts. J'ai signalé ça au départ. Et nous sommes le seul parti à avoir perdu un membre de son bureau national. Merci Alpha Yago. Nous allons poursuivre avec le deuxième thème de cette émission qui porte sur les acquis de l'insurrection populaire. Qu'avons-nous fait des acquis de l'insurrection populaire? Je reste avec vous justement, Alpha, puisque vous aviez la parole. Est-ce que vous estimez qu'on a su consolider les acquis de l'insurrection, puisque vous estimez que ce n'en était pas une? Oui, bon, avant peut-être de répondre à cette question. Répondez à ma question. Oui, je vais répondre, mais rassurez-vous, Madame Diasso, l'intérêt du débat aussi, c'est de pouvoir éclairer l'opinion. C'est pas juste pour nous. Le temps compte aussi. Absolument, mais je suis dans le timing. Et permettez-moi de lire quand même, pour moi, la phrase la plus célèbre de ces 8 dernières années. Allez-y. Et il s'agit donc de celle, une des phrases du président Blaise Compaoré, qui disait que je ne suis ni un âge ni un démon. Il voulait que je parte, je suis parti. Et l'histoire nous dira s'ils ont eu raison. Signé le président Blaise Compaoré. C'était proménitoire à plus d'un titre. Ce qui me permet donc d'enchaîner sur votre question. Les insurgés de 2014, si je considère le fait que les événements étaient portés essentiellement par des jeunes, il y a 8 ans, vous étiez encore plus jeunes, et bien d'autres leaders, Marcel Tanquano, Safiatou Lopez, et bien d'autres. Il y avait une bonne dizaine d'OSC qui faisaient feu de tout bois, tout feu, tout flamme, et de leur bonne foi, j'imagine. Et peut-être avec un petit zeste de naïveté aussi, cela s'entend. Et c'est d'où le volet de manipulation politique. Il y en a connu que le 30 aussi. Absolument. Mais absolument. Peut-être dans vos rangs toujours. Nous, on défendait notre article 37 bien avant cela, depuis 2013. On était persuadés de notre choix et on le maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais référant donc à cette phrase célébrissime du président Compaoré, en termes d'acquis, j'imagine que ceux qui étaient de bonne foi, parce qu'il y avait des acteurs de bonne foi, je n'ai jamais nié cela, ils estimaient que le régime Compaoré, parce qu'il ne s'agit pas de l'individu Blaise Compaoré, qui était certes le président et donc le responsable, mais le régime Compaoré, dont fait partie ses successeurs immédiats, pendant 6 ans, qui ont montré aussi de quoi j'étais capable et surtout de quoi j'étais incapable, et ont dû déchanter, parlant donc de ceux qui étaient de bonne foi. Ils estimaient que, donc, après Blaise Compaoré, certainement la démocratie allait prendre encore une autre envergure, donc de manière en la renforçant sur le plan des libertés. Loin s'en faut, dans la mesure où quand Blaise Compaoré partait, un des
critère d'appréciation d'indicateur, c'est quand il quitte le pouvoir, la première chose à faire, c'est d'aller libérer les prisonniers politiques. Généralement, les plus fervents adversaires lors de sa chute. J'observe que mon ami Hervé Ouattara, qui a eu le courage d'aller dire au président Compaoré donc de céder le pouvoir, était libre pendant cette période. Pareil pour Hervé Kam et tous les autres acteurs d'OSC. Et aucun leader politique n'était en prison quand Blaise Compaoré partait. Donc, même si cette démocratie était à parfaire, ce qui est normal, elle était naissante, je pense qu'il y avait des acquis. De ce côté. Deux, quand il partait, le pays faisait encore 274 000 km². Aujourd'hui, je pense que pour les prévisions les plus optimistes, on estime à 40%, mais les plus pessimistes estiment qu'on a perdu 60% du territoire. Ça, c'est au niveau sécuritaire. Les victimes, on ne les compte même plus en termes de morts, parce que bon, on parle là de 7 de victimes et puis ensuite de 33, si on veut on peut arrondir à 35, avec tout le respect qu'on veut. Dans une sorte de chaos, c'est ça? Mais aujourd'hui, permettez-moi d'insister sur ça, parce que la question est très précise, il faut des réponses précises avec des chiffres précis. Aujourd'hui, les victimes, elles se comptent par milliers, et je suis d'accord avec Maître Kam sur le fait que toute mort, toute victime est égale par ailleurs. Il n'y a pas une victime qui est supérieure à l'autre. Parce que pour sa famille, c'est forcément douloureux et déplorable. Donc, partant de là, aujourd'hui, nous en sommes, on ne compte même plus. Je pense qu'on s'est arrêté à 3500 victimes en l'espace de 8 ans. Alors, je m'arrête sur ces 3 points pour dire qu'en termes d'acquis, moi, j'observe que c'est en termes de perte, en termes de déception, de désolation et de déception. Hervé, en 8 ans. Hervé Kam, est-ce qu'au niveau des OSC... Et de regret. Non, écoutez, quand moi je regarde... Au niveau des OSC, ma question est, au niveau des OSC, est-ce que la garde n'a pas été baissée trop vite? Non, après, il n'y a pas eu la même trajectoire. Et comme j'explique toujours, il ne faut pas confondre. Entre 2013 et 2014, il y avait un problème fondamental qui était la question de la modification de l'article 37, qui a pu fédérer en fait tout le monde sur le respect de la Constitution et le respect de la parole donnée. À partir de là, lorsque en 2015 il y a eu les élections, il y a eu une page qui s'est tournée et on est rentré dans le champ d'une démocratie où les comportements et même la veille, ça ne peut pas être la même chose. Donc ça, déjà, il faut prendre ça comme cela. Le deuxième élément que je veux dire en réponse à la question générale, c'est que oui, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2014, on dit mais que de gâchis. Que de gâchis, pourquoi? Que de gâchis, pourquoi? C'est pas parce que l'insurrection en soi était mauvaise. Et tout ce que Alpha dit aujourd'hui, ce ne sont pas des conséquences de l'insurrection. Ce sont des conséquences de la mauvaise gestion du pouvoir par d'autres personnes. Nul ne peut aujourd'hui dire ce qui serait advenu si les choses n'avaient pas changé, mais ce n'est pas le plus important. L'insurrection a été un acte majeur et on a dit aux hommes politiques, plus rien ne sera comme avant, gouvernance vertueuse, démocratie, et malheureusement, on n'a pas eu ça. Et en même temps, il y a eu un contexte sous-régional marqué, n'est-ce pas, par l'insécurité, et finalement, notre pays a renoué donc depuis 2024 avec la spirale des coups d'État. Mais le démocrate que je suis considère que l'insurrection a eu lieu, il y a eu des mauvaises gestions, il y a eu encore tout ça. Ça doit servir à forger la démocratie que nous voulons. Et moi, je ne prends pas tout ce qui se passe en mauvais. Je ne suis pas pessimiste. Je dis que quand on a quitté l'insurrection, on a réussi quelque chose qui s'est manifesté un peu entre le 30 octobre et le 30 septembre et le 1er. Mais il y avait quelque chose qui était ancré dans l'esprit des jeunes, des plus jeunes que nous. C'était de dire que tant que les civils ne peuvent pas, il faut appeler les militaires. Mais on ne peut pas vivre dans une démocratie avec la menace permanente que n'importe quel Zoro fasse un coup d'État un jour. On ne peut pas vivre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le coup d'État du 24 janvier a montré quand même que les militaires ne sont pas différents des civils, que tous les militaires ne sont pas Sankara. Moi, je lisais le courrier confidentiel aujourd'hui. Ce que je vois,
qui a été fait en espace de 8 mois, je ne suis pas convaincu que des civils auraient fait ça. Ça aussi, c'est une leçon pour les plus jeunes. Qu'on ajoute à l'insurrection pour capitaliser. Et on a vu ce qui s'est passé le 30 et 31 et ce qui se passe après. On va capitaliser tout ça. Et c'est tout ça que demain, on aura des exemples. Mais dans cette dynamique de capitalisation, on a l'impression qu'on va en arrière. On n'a pas suffisamment appris des leçons du passé, Hervé Ouattara. C'est normal. Oui, malheureusement, je suis obligé de reconnaître que nous sommes repartis à 60 ans en arrière. Parce qu'après l'insurrection, il y a quand même il y a des faits surtout de certaines personnes, qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Parce que quand les gens sont sortis dans la rue, ce n'était plus pour retomber dans le même travers que par le passé. Malheureusement, après l'insurrection, nous avons constaté la déconstruction de l'unité qui nous a conduit à l'insurrection, même à la résistance de 30 septembre passé, contre le putsch monté. Quand le pouvoir un peu pas pris ils ont pris leur pouvoir, ils se sont attelés à déconstruire cette unité et pire, à diaboliser certains responsables qui ont été même à leur côté. Et ça, après, nous avons compris que chacun, c'était une question maintenant d'intérêt et même, j'allais dire, d'affinité. Mais sinon, le reste, on savait comment le problème était résolu pour tout un chacun. L'autre aspect... Mais de notre point de vue, Hervé Ouattara, je ne vous coupe pas. Est-ce que ce pouvoir acquis par le peuple à l'issue de ces insurrections, le fait qu'il n'a pas été canalisé aussi n'y est pas pour quelque chose? Parce qu'on a vu, à tout va, chacun sortait pour des conférences de presse, dénonçait, accusait tout le monde. Voilà. Et il y a eu la naissance de ces OSC politisés. On était... Mais c'est ce que j'ai dit. Puisque quand le pouvoir est arrivé, ils ont vite compris que la force qui existait est une force qui pouvait peut-être entraver leur façon de gérer. Cette force pourrait se révéler être encore plus dangereuse pour ce régime en question. Donc, il y a eu un plan, est-ce qu'il faut dire un plan, mais il y a eu un travail savamment orchestré contre des personnes. Et cette unité a été complètement déconstruite, comme je l'ai dit. Et le résultat, on le connaît. Il y a des leaders, aucune OSC n'a échappé à cette diabolisation. Aucune OSC. Et je vais aussi aller. Et ils sont même allés jusqu'à criminaliser même l'insurrection, eux-mêmes qui sont issus de cette insurrection. Voilà, on a vu des textes qui, à un moment donné, qui proposaient à l'Assemblée de voter des textes pour dire que l'insurrection était interdite. Voilà. Bon, mais je vais aller. La mauvaise gestion, chose qu'on a décriée sous le régime comparé. Mais avec le régime issu de l'insurrection, nous avons compris que c'était encore grave. C'était encore grave parce que les journaux en parlaient chaque jour. Les journaux en parlaient chaque jour. Et le résultat, nous sommes aujourd'hui à 2 coups d'État en moins d'1 année. Mais il y a quelque chose qui rassure. Il y a quelque chose qui rassure parce que les aspirations profondes du peuple burkinabé restent intactes. Je veux revenir tout de même sur ma question. Est-ce que la garde n'a pas été baissée trop vite? Est-ce que la course en griffe gâteau n'a pas justement démobilisé cette force qui était constituée? Non, moi je voulais juste dire à mon voisin, je voulais juste dire à mon voisin que ce qu'il a dit n'est pas contraire à ce que j'ai dit. Parce que la faute n'est pas à l'insurrection. Moi j'ai dit, après l'insurrection, que la gestion a été mauvaise, ça c'est un constat. Mais après l'insurrection, la coalition pouvait, au niveau des OSC, tout de même, la coalition pouvait, la veille pouvait rester. Non, c'est ça j'ai dit, c'était une coalition conjoncturelle. C'était une coalition conjoncturelle pour régler un problème précis qui était le non à la modification de l'article 37. Et dans cette coalition, certains, comme mon voisin de droite, dit qu'il était parti d'une organisation qui a été créée par un parti politique, donc qui était en tandem avec un parti politique. Et bien, si ce parti politique prend le pouvoir, vous comprenez. Maintenant, il y avait d'autres organisations qui n'étaient pas dans ce cadre-là. Il y en avait d'autres qui n'ont même pas participé à l'insurrection. Et chacun a continué son action. Maintenant, est-ce que des OSC, des organisations de la société civile n'ont pas fait le travail? Des organisations ont fait le travail. À la limite, et on peut être contre la gestion du MPP. Mais je pense que le problème fondamental n'est pas là. Le problème fondamental est que, à certains moments de l'histoire de notre pays, l'armée intervienne. Je pense que c'est ça le problème fondamental. Parce que dans tout ce qui se passe, comme question de gestion, que ce soit, il y a aussi le rôle de cette entité-là qui est l'armée. On a vu au Sénégal,
On a vu au Sénégal toutes les critiques. On a vu au Sénégal que le régime a basculé. Mais aucun militaire sénégalais ne s'est avisé de venir faire un coup d'État. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Allez-y. Non, je voulais dire à mon voisin que si l'armée a eu le courage de faire un putsch, c'est que l'armée a constaté des failles. Tout à fait. Alors, ces failles... Putsch applaudi d'ailleurs. Ah oui, parce qu'à un moment, je peux même dire que en 2020, l'élection, le président Kaboura a été plébiscité. Donc vous pensez qu'en France, avec la crise des gilets jaunes, oui. C'était pire que tout ce qui s'est passé ici. On est d'accord. Macron était au bas de l'échelle. Vous avez vu des militaires français faire un coup d'État? Non, pas du tout. Barack Obama, quand il a été élu, les 2 ans après son élection, il était au plus bas des sondages. Alors, a-t-il été descendu par l'armée? Permettez qu'il poursuive. Je pense qu'il faut... Ce que moi je veux dire, c'est que malheureusement, nous avons quand même une histoire très différente de gestion de pouvoir militaire dans notre pays. Alors, il se trouve que quand le président Kaboura est venu, c'était avec l'espoir de pouvoir finir avec toutes ces questions. Parce que c'était ça, en réalité, la vraie transition pour nous. Mais malheureusement, il a donné encore l'occasion au Burkinabé de se dire qu'on s'est peut-être trompé sur le choix de la personne. Parce que j'ai dit qu'il a été même plébiscité, si on peut le dire comme ça, en 2020. Et nous avons vu comment tous les partis politiques sont dirigés vers lui. Mais comment on peut expliquer qu'en moins d'une année, il soit décrié au point que les populations s'en remettent à l'armée parce qu'ils ne voyaient plus de solution. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on reconnaisse aussi que quelque part, il y a eu un régime qui a bradé tout ce que nous avons fait. Il y a eu un régime qui a travaillé aujourd'hui à nous ramener en arrière, malheureusement, après tous les sacrifices que nous avons consentis. Et il va falloir qu'on ait le courage de le dire clairement pour pouvoir tirer les leçons de tout ce qui s'est, les enseignements de tout ce qui s'est passé. Alors justement, Alpha Yago, quels sont les enseignements que vous tirez de ces événements? Absolument. Je pense qu'il y a certains points importants qui ont été évoqués par les deux intervenants, Maître Kam et puis Hervé Ouattara, qui ont attiré mon attention. Il a évoqué donc le fait que l'unité qui prévalait autour donc des différentes entités qui se sont coalisées contre l'article 37, qui comprenait essentiellement les partis politiques et les OSC. Cette unité-là a volé en éclat après la conquête du pouvoir. Elle n'a pas volé en éclat, elle n'était pas destinée à rester après. C'était juste pour ça, l'objet est réalisé, chacun part de son côté. Absolument, j'entends bien et je comprends parfaitement, je ne dis pas le contraire. Et second point, c'est la diabolisation de certains acteurs issus de cette coordination qui visait à la lutte contre l'article 37. Donc, quand on prend ces deux éléments, et c'est là que j'ai évoqué tantôt dans mon intervention précédente, des mains d'officines politiques en arrière-plan qui, en tout cas, téléguidaient et travaillaient à orienter les actions des OSC. Dans la mesure où, après la transmission du pouvoir, parce que je pense que ça, ce n'est pas un débat, et Maître Kam peut-être pourra me concéder cela, c'est une véritable transmission qui a été organisée. Quand on voit comment est-ce que les principaux acteurs, ceux qui pouvaient être des menaces éventuelles à la conquête du pouvoir, donc des MPP, ont été écartés, et c'était une transmission. Et ça, c'est une entrave à la démocratie. Et je n'ai pas beaucoup entendu sur ça non plus, mais bon, quand cela les tienne. Donc, quand on prend ces deux éléments, le fait que certains acteurs clés aient été, je dirais, mis sur le bord de la route après la conquête, je vous le concède. Ils n'étaient pas amenés à rester après. Mais j'aurais souhaité que la veille, parce que ça ne vous aurait pas échappé que je suis un acteur essentiellement issu des OSC. Et je m'en occupe au niveau de mon parti depuis 2012. Donc je connais assez bien ce milieu, je parle sous le contrôle de Hervé. Et il aurait fallu, à mon sens, que cette veille-là soit aussi rigoureuse, aussi sérieuse, aussi vindicative que sous Blaise Compaoré, notamment la lutte pour que la situation ne soit pas modifiée. Autrement dit, je m'attendais à ce que ces OSC-là soient aussi présentes sur les réseaux sociaux et sur les médias pour interpeller le nouveau pouvoir issu de votre insurrection. Parce que ce qui m'a même fait de la peine, en ce qui vous concerne. On a vu que ce sont les activistes des réseaux sociaux qui ont pris le relais. Ce qui me fait de la peine, c'est que pour vous qui étiez en première ligne dans le combat, lors de ces événements, les acteurs principaux, c'est vous qui avez apporté la crédibilité à cette lutte. Avec, dans une certaine mesure, le CFOP mené par le président Diabré, et qui n'avait jamais eu à exercer le pouvoir d'État au plus haut niveau. Donc votre neutralité, votre relative virginité et votre bonne foi
Ce que je vous concède a été utilisé à dessein et de manière bien planifiée par des acteurs politiques qui avaient d'autres objectifs. Et c'est là que, effectivement, j'ai rejoint Mme Diasso pour dire qu'effectivement, quand la transmission du pouvoir a été organisée, vous aurez pu, je ne dis pas dû, je n'ai pas cette prétention, vous êtes libre en tant qu'OSC, vous aurez être plus regardant, plus dans votre rôle de veille, d'interpellation sur les dérives de la nouvelle gouvernance caractérisée par la question sécuritaire qui était criante. Il y a eu quelques actions sporadiques, hein. Rassurez-vous, j'ai suivi ça de très près. Sur Yirgou, le balai citoyen a donné de la voix. Dans d'autres initiatives, lors de certains moments difficiles, oui, mais c'était de manière timide et timorée. On vous a connu plus vindicatif, oui, monsieur Hervé Kabé. Pour faire tomber le régime du MPP, c'est pas notre travail. Si on veut suivre cette logique, c'est pas notre travail. D'accord, mais pour être pour rentrer dans votre logique, pourquoi est-ce que j'ai toujours dit que si le président Kaboré avait pris le pouvoir et qu'il avait dit j'ai pris le pouvoir, il n'y aurait plus d'élections dans ce pays, on allait le combattre comme Blaise Compaoré. Nous avons combattu comme Blaise Compaoré avec la manière dont nous l'avions combattu, tout simplement parce qu'il voulait échanger les règles du jeu en plein match. J'ai compris cela. Sinon, écoutez, le jour des élections, j'étais sur un plateau avec Salif Diallo, paix à son âme. Et qu'est-ce que Salif Diallo avait dit? Que tous ceux qui ont fait l'insurrection devaient se mettre ensemble pour gouverner. J'ai répondu ce jour-là, et les images d'archives sont là, que non, la majorité a gagné son pouvoir, qu'elle l'exerce. Absolument. L'opposition a perdu, je vous le concède, qu'il s'oppose. Et que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons faire notre rôle de veille, et que ce sont ces trois pieds-là qui permettent, n'est-ce pas, à la démocratie de fonctionner. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, il y en a qui pensent qu'on devait passer tout le reste de notre vie dans la rue, et pour non. Voilà, bon, vous avez pris une partie de mon temps de parole, donc Mme Diasso en quelques secondes, s'il vous plaît. Quand même quelques temps. Donc ce que je voudrais dire, c'est que, pour peut-être vous taquiner, je dirais simplement, pourquoi est-ce que vous acceptez que le MPP vous utilise et vous ne voulez pas que d'autres partis vous utilisent? Non, mais c'est pour... vous avez dit que j'ai dit que le MPP donc, a utilisé une partie des OSC, dont vous. Donc je vous prends au mot. Non, mais ça, c'était juste pour dire ça. Au bout de votre idée, oui, ce que je veux dire surtout, c'est qu'en effet, nous, on s'attendait à ce que les OSC, issus donc de cette des événements de 30 et 31 là, soient plus poignantes, plus percutantes en termes de rigueur, en termes de standards de gouvernance que nous souhaitons. Parce que le minimum que nous nous attendons, y compris nous les blaisistes, c'est qu'après le départ du président Blaise Compaoré, ceux qui prétendaient venir faire mieux que lui, viennent démontrer en effet qu'ils sont au-dessus du président Blaise Compaoré, que les conditions de vie des populations seront donc améliorées, la sécurité, ce n'est même pas un débat puisque c'était un acquis, la paix dans notre pays serait un acquis, et que donc les populations vivront tout simplement beaucoup mieux. Mais 8 ans après, ça revient à votre question pire, mais je suis au regret de dire que tous ces indicateurs-là, mais je ne dirais même pas qu'ils sont au rouge. S'il y a une couleur encore plus que le rouge foncé, je veux dire, c'est la catastrophe aujourd'hui. Et les populations le déplorent. Et les gens les plus honnêtes et les plus objectifs reconnaissent aujourd'hui, même si certains ont tendance à avoir un peu de, je dirais, honte, c'est ça le mot. Il faut reconnaître que si on devait faire un sondage aujourd'hui objectif, entre 2014, la gouvernance du président Blaise Compaoré, et que après son retraite de l'article 37, et qu'on lui permet de terminer son mandat et s'en aller tranquillement, et donc une rupture brusque suivie d'interpellation, oui, ça c'est un débat, je donne mon point de vue. Et vous savez, je suis un démocrate, donc je n'interdis pas, je n'empêche pas les autres d'avoir leur opinion. Donc permettez-moi aussi que j'ai le mien, même si pendant 5 ans, je crois, de 2015 à 2020, j'avais du mal, en tout cas dans ce pays-là, à donner mon point de vue librement comme je l'entendais. Ça c'est un fait. Alors, Alpha Yabou, pour dire simplement que si on donnait à la population aujourd'hui le choix de faire un référendum entre 2014, la situation qui prévalait dans notre pays, malgré les difficultés, c'est propre à tous les pays, et la situation, ce qui compte, c'est le résultat. Et la situation en 2022, qui est catastrophique aujourd'hui, je pense que le choix aurait été vite fait. Il a évoqué certains aspects en rapport avec... Alors, c'est bien noté. Allez-y, Hervé Ouattara. Je voulais aussi ajouter que l'un des problèmes majeurs qui a vraiment concouru à la situation que nous connaissons, juste après la transition,
l'erreur qui a été commise, ou si vous voulez, le départ de la grande majorité des insurgés, surtout ceux qui étaient censés être là à observer, à pouvoir critiquer, à poser les problèmes clairement. Beaucoup se sont retrouvés avec le président Kaboré. C'était devenu en fait plus une course au poste et comme on appelle ça, au privilège, voilà, que de vraiment travailler je sais pas, à consolider les acquis de l'insurrection et à faire en sorte que certains dérives aux aspirations du peuple. Et si vous avez remarqué, il était très difficile pour certaines personnalités encore de sortir et critiquer le président Kaboré parce qu'ils y étaient déjà jusqu'au cou mêlés dans la gestion. Donc ça a été un sérieux problème. Et c'est vrai, souvent j'ai dit, il y a des organisations aujourd'hui, on les fait un mauvais procès. C'est vrai, quoi qu'on dit, même si le balai voulait, le balai ne pouvait rien. Parce que la situation avait été, les choses avaient atteint un niveau de gangrène au point que quand tu sortais la tête, tu étais vu comme le Satan en personne. Alors, une dernière question, la toute dernière, vous allez répondre par oui ou par non, parce que nous sommes réellement pris par le temps. Maître Guy Avekam, les ingrédients d'une autre insurrection sont-elles réunis, vu ce qui se passe actuellement? Absolument. Le peuple burkinabé n'a pas changé. Il est résilient, il sait encaisser, mais quand il dit non, il dit non. Ça, c'est clair. Moi, je vous ai dit que c'est un acquis, parce que les aspirations profondes de notre peuple demeurent toujours. Mais maintenant, qui dégagera? L'armée? Mais je pense que le coup d'État du 30 septembre et 31 doit être le dernier dans notre pays. Je pense que à un certain maintenant, avant on accusait les civils. Maintenant, tout le monde est d'accord que l'armée n'est pas différente de nous. Ce sont nos frères qui sont en tenue, ce n'est pas différent. Donc à partir de ce moment, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la dernière intrusion de l'armée dans la politique burkinabé. Et le peuple burkinabé, comme je l'ai dit, c'est un peuple politiquement conscient. Il s'est trompé à un certain moment, notamment les plus jeunes, en pensant que les militaires étaient différents. Maintenant, il a tout compris. Donc, voilà. Oui, mais moi, je l'ai dit, notre peuple est toujours debout, mobilisé. Et c'est un peuple qui tient toujours à ses aspirations. Et nous l'avons vu tout récemment d'ailleurs, comment ce peuple a réaffirmé a réaffirmé son désir à la souveraineté, à l'indépendance de son État, de son pays. Et voilà. Donc je dis, c'est cette jeunesse, il faut compter avec cette jeunesse pour longtemps encore. Voilà. Et rien n'est gâté, rien n'est encore perdu, on peut tout rattraper. Est-ce qu'il faut craindre que cette jeunesse soit instrumentalisée? Vous savez, je vous dis une chose aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que cette jeunesse ne peut pas être instrumentalisée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si tu tentes d'instrumentaliser cette jeunesse, ce n'est pas pour longtemps. C'est clair, c'est pas pour longtemps. Donc il faut tenir compte aujourd'hui de l'aspiration profonde de ce peuple et aller dans ce sens. C'est la seule solution aujourd'hui pour sortir. Oui, je suis interpellé à plusieurs titres en tant qu'acteur d'OSC, mais également acteur politique. Donc ça me permet d'avoir une vision holistique. Oh, mais j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je suis dedans. Donc j'arrive à tenir les deux bouts. Non, de mon point de vue, aujourd'hui, le peuple burkinabé a quand même vécu des événements difficiles, douloureux, pendant ces 8 dernières années. Et il y a des enseignements à tirer dans tous les bords, si je peux m'exprimer ainsi. Ceux qui étaient, entre guillemets, insurgés, ceux qui subissaient l'insurrection, ceux qui étaient tout simplement neutres, parce qu'il y a également des gens qui sont neutres, et je pense qu'ils sont les plus nombreux au passage. Et donc, c'est eux qui seront les arbitres in fine de cette question-là. Donc, tout le monde est conscient aujourd'hui du fait qu'il y a eu de part et d'autre des avancées, des actions positives, mais également des actions qui sont moins, je dirais, constructives pour le pays. Et qu'il faut aujourd'hui, résolument, se donner la main pour préserver ce qui est le plus important pour nous tous, à savoir le pays.
qu'on est en train de perdre littéralement sous nos yeux du fait de l'insécurité. Et cela passe par l'unité. Le terme réconciliation est un peu galvaudé. Il y en a qui n'aiment pas forcément le terme, je vais y venir. Il y en a qui n'aiment pas le terme de réconciliation parce qu'il a peut-être été galvaudé, il y a peut-être eu des erreurs par-ci, par-là. Et ça, c'est des faits, ça relève de l'action humaine. Ce que moi je disais, c'est que tout le monde est de bonne foi et chacun a l'intention, et en tout cas la volonté de faire en sorte que le peuple puisse se retrouver, qu'on se donne la main. Parce qu'il y a que de cette façon-là que l'on pourrait sortir par le haut. Et la jeunesse, qui fait 77% de la population, les moins de 35 ans, sont une constante invariable avec laquelle il faut composer et compter. Merci Alpha Yago. Également merci à Hervé Ouattara, merci à Hervé Kam. Merci pour vos différents apports qui ont permis d'enrichir ce débat. Nous sommes au terme de ces analyses. Nous disons aussi merci à tous les téléspectateurs de cette émission 100% Info. Merci pour votre constante fidélité au programme de Burkina Info.